Donc, on va revenir au niveau de l'agglomération, au niveau du PCAET. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. L'idée maintenant avec Julien Albert, qui est directeur de développement durable à l'agglomération, et avec la vice-présidente, c'est de dire, voilà, l'agglomération est en marche. Il y a un certain nombre de choses qui ont déjà été engagées. Et de vous présenter ces engagements. Et puis, finalement, ce n'est pas une suite, c'est une mise en mouvement, parce que, bien évidemment, il y aura une continuité. Donc, on va revenir. Vous allez présenter ces actions en lien avec ce PCAET. Et puis après, ce qu'on va vous proposer, c'est un petit temps d'échange, bien évidemment, avant d'accueillir la conclusion, Madame la Vice-Présidente. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Parce qu'on a tout de même entendu beaucoup de choses ce matin. Allez, je vous laisse la parole. Et puis, n'hésitez pas, pour ceux qui n'ont pas encore repris leur place, à venir rejoindre pour écouter. Voilà. Allez-y, je vous écoute. On vous écoute. Alors, effectivement, on a entendu beaucoup de choses. Il y a quand même 2 ou 3 choses sur lesquelles je voudrais revenir. Peut-être le côté social, en fait, des transitions, qui a été évoqué en filigrane à selon un certain nombre de sujets, mais qui, je crois, est tout à fait majeur pour l'avenir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler transition écologique et transition tout court sans voir le côté social aussi de cette transition et la façon d'embarquer ou la façon de protéger des populations plus fragiles qui auront plus de mal à réagir à l'augmentation du coût de l'énergie, etc. Donc je crois que c'est un côté qu'on va aborder là peut-être au niveau de certaines fiches actions, mais qu'il ne faut vraiment pas perdre de vue. L'autre chose, c'était... En fait, je sentais une certaine protestation contre les injonctions qu'on reçoit de l'État. C'est vrai qu'ils sont assez souvent ou parfois contradictoires ou un petit peu compliqués à gérer. Néanmoins, le ZAN, même si ça fait plaisir à personne, c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte réellement ici et pas ailleurs. Le réchauffement climatique, il ne va pas faire le tour du pays d'Auge. Ça nous concerne, nous, et nous, on doit prendre notre part dans cette activité, y compris sur le ZAN, etc. C'est-à-dire que nous sommes le niveau, au niveau de l'intercommunalité, nous sommes le niveau qui devons concilier ces injonctions un peu contradictoires, sans doute, de l'État, mais qui nous indiquent un chemin et un objectif à atteindre global, si on veut se retrouver dans le moins pire des scénarios présentés par M. Quentin et si on ne veut pas se retrouver dans le pire pour nos enfants et effectivement nos petits-enfants. Ça, c'était juste le petit préambule de réaction que je voulais me permettre. Et qui est nécessaire. Voilà. Après, on m'a demandé de faire en 20 minutes un truc qu'on voulait faire en beaucoup plus longtemps. Donc, on va y aller assez rapidement. Je veux quand même vous rappeler la constitution de ce plan climat, parce que c'est effectivement un travail important qui a été fait par les services de l'agglomération et où on a commencé en 2019 par faire un premier bilan, et puis il y a eu un changement de mandature, donc un changement d'intervenant politique. Il y a eu aussi la crise du Covid. Il y a aussi depuis 1 an et demi des crises géopolitiques majeures qui font varier un certain nombre de paramètres importants avec la variation du coût de l'énergie. Tout ça, ça a été réactualisé. On a fait un nouveau diagnostic de territoire qui a été finalisé en cette année 2023. Et puis, il y a eu tout un travail au sein de l'agglomération avec les autres vice-présidents des autres politiques comme la mobilité, l'habitat, l'aménagement du territoire, la santé, j'en oublie encore, le tourisme, l'économie, etc. En fait, ça a été vraiment une grande consultation au niveau de l'ensemble des agents pour, je dirais, se fixer et des objectifs et des actions. Donc, il y a 74 sous-actions dans 25 actions primaires qui ont été définies pour ce plan climat et que je ne vais pas vous présenter aujourd'hui parce que vous aurez l'honneur et l'avantage de l'avoir au niveau du Conseil communautaire et on m'a demandé d'aller assez vite sur la présentation. En tout cas, vous voyez ici, il y a eu un état initial de l'environnement qui a été fait, un diagnostic, d'où a découlé une stratégie. On a fait un certain nombre d'ateliers pour se fixer des objectifs globaux. Je ne sais pas s'ils sont assez ambitieux vu les défis qui nous attendent,
Mais on a essayé aussi d'être réaliste par rapport à ce que nous, notre connaissance, en fait, est du territoire et de nos moyens. Et voilà, mais il faut savoir que ce plan comprend bien sûr toute une partie évaluation du plan et qu'il y aura, je dirais, des instances qui seront mises en place pour évaluer au long cours ce plan climat et voir si on doit insister sur un certain nombre de points. Voilà, nos objectifs globaux, vous les voyez ici, c'est en fait de réduire de façon volontaire et drastique, pour reprendre votre vocabulaire, notre consommation, et aussi d'avoir une politique d'augmentation de notre production énergétique très volontariste pour arriver en fait à faire se croiser les courbes ou arriver à une tangente entre les deux courbes à l'horizon 2050. Voilà, vous avez pour l'instant à gauche une visualisation simple, je ne vais pas vous dire les chiffres, de notre balance énergétique, donc une consommation très importante et une production trop faible. Et l'idée, c'est d'arriver à un quasi-équilibre à l'horizon 2050. Voilà, pour donc, ces objectifs globaux, vous avez ici en fait le nombre de gigawattheures consommés par typologie, industrie, transport routier, non routier, etc. Et en fait, vous voyez qu'on a mis des objectifs de réduction les plus importants sur les plus gros consommateurs de gigawatts. Donc le transport routier, le résidentiel. Ensuite, la même chose au niveau des productions d'énergie renouvelable. En fait, on a essayé de se fixer un certain nombre d'objectifs et de savoir sur quoi est-ce qu'on allait plutôt appuyer et ce qu'on allait plutôt essayer de développer. Et pour nous, c'est le solaire photovoltaïque, c'est l'éolien. On a mis une progression notable, mais très contenue, parce qu'on a déjà vu, et ça je vous en ai déjà parlé, au niveau des schémas éoliens, on a très peu de potentiel sur notre territoire. Et puis, voilà, les autres, bois énergie, on a. Monsieur Cantat parlait de la réduction des gaz à effet de serre. Et là, on ferait un focus sur le transport routier, le tertiaire et le résidentiel. Vous voyez que ce n'est pas forcément le plus grand émetteur, puisqu'il y a l'agriculture. Mais bon, voilà. Il faut savoir aussi, dans nos politiques, sur quel levier on a et sur quelle partie on peut agir. Donc, on s'est focalisé sur les parties sur lesquelles on avait des moyens d'action. Voilà, et comme aussi pour, je dirais, limiter notre émission de gaz à effet de serre, on a le fait de pouvoir préserver, de travailler sur la restauration de la biodiversité de surfaces naturelles pour stocker davantage d'équivalent carbone. Cette présentation, elle va vous être envoyée, donc vous pourrez la consulter, je dirais, plus précisément. Et si vous avez des questions, joindre le service environnement, il n'y a pas de souci. Vous pouvez vous poser vos questions en amont du prochain conseil communautaire. Ça nous permettra aussi de préparer et d'essayer de voir comment répondre à vos questions. Voilà, je me permets, avant de laisser la parole à Julien, et en transition par rapport à ce que vous dites, on vous a distribué un petit carton où on vous propose de répondre à deux questions. Quelles actions pourriez-vous engager sur votre territoire? Voilà. Et moi, en quoi je suis concerné, en quoi je peux contribuer? Et la seconde chose, pour faire écho à ce que vous dites, c'est sur quel sujet souhaiteriez-vous une plus grande information? Voilà. Donc je vous invite, en écoutant notamment Julien, et bien pouvoir le noter et puis de pouvoir nous le laisser avant de repartir. Julien? Simplement, est-ce que vous avez déjà des réactions par rapport aux objectifs qui ont été listés? Donc là, ce sont des objectifs, comme le disait Madame Fermance, qui ont été co-construits. On a essayé les élus ont travaillé sur où est-ce qu'on fournit l'effort. Donc vous avez vu, les choix ont été faits d'aller plus sur la rénovation de l'habitat, plus sur les mobilités. Voilà, ce sont des choix qui représentent une trajectoire définie ensemble pour le territoire. Donc il y a quand même de la marge de manœuvre sur comment on met en œuvre les transitions. Voilà, si vous voulez, on peut avoir un peu de temps pour les réactions. Mais à chaque fois, systématiquement, il faut bien réduire les consommations, produire autrement. Réduire les émissions de gaz à effet de serre, augmenter le stockage. Donc c'est ça la complexité du travail, c'est qu'il y a des jeux qui se font en parallèle. Oui, monsieur Dorchy.
Non, moi j'avais une remarque par rapport c'est une diapo précédente, je ne sais pas, sur les émissions de gaz à effet de serre. Et quand on voit l'agriculture, c'est catastrophique d'émettre autant de gaz à effet de serre. Ce qui n'est pas normal là-dedans, c'est que c'est l'émission de gaz à effet de serre, mais vous ne prenez pas en compte du tout le stockage de l'agriculture des gaz à effet de serre. Le stockage dans nos prairies, dans nos haies, dans nos arbres, et tout ça. Alors que dans les autres catégories, le résidentiel, ils émettent, mais ils ne stockent rien. Rien du tout. Donc le bilan global de l'agriculture, c'est pas ce qu'on affiche là, au final. C'est ça, plus le slide suivant. D'accord. Donc c'est pour ça que je voulais réagir là-dessus, parce que quand on voit ça, on dit ouais, l'agriculture pollue. Alors que faut regarder les deux, en fait. Voilà. Vous avez raison, ça stocke. Je voulais quand même intervenir là-dessus. Oui, oui, tout à fait. Non, tout à fait. Mais donc, c'est pour ça qu'il y a aussi le slide suivant où on voit qu'on peut augmenter, en fait, nos capacités de stockage. Oui, mais faut éviter d'afficher des slides comme ça, parce que qu'est-ce qu'on tire comme conclusion? L'agriculture pollue. Non. Disons qu'en fait, là, on a l'ensemble des émissions par secteur et qu'en face, les stockages, oui, ils se font bien sûr en grande priorité par les activités agricoles, mais pas seulement. Il y a aussi des espaces naturels qui sont gérés différemment, ou des espaces verts urbains, ou gérés par les habitants directement. Donc la différenciation du stockage, elle est plus complexe que les émissions. Donc voilà, c'est simplement une clé d'entrée. Mais vous avez raison de... Alors il y a peut-être la possibilité d'avoir une forme de représentation qui permette de voir effectivement l'émission, mais aussi le stockage, et peut-être du coup avoir des chiffres peut-être un peu moins importants. Ouais. Est-ce qu'il y avait une autre réaction ? Donc là, l'idée, c'est vous de montrer qu'on n'a pas attendu justement de définir le plan climat pour agir, et toutes les activités, toutes les politiques sectorielles de l'agglomération mettent en œuvre la transition déjà au quotidien. Donc on va essayer d'illustrer ça assez concrètement. Donc voilà, ça c'est une reprise de nos objectifs concernant la mobilité. Donc l'idée, c'est comment faire baisser nos consommations d'énergie fossile. C'est effectivement en agissant sur la mobilité. Mais ça, c'est quelque chose que... Donc ça, c'est les objectifs. Et on va passer tout de suite aux solutions. On nous a demandé d'être positif et rapide. Donc, et on voit que pour les mobilités, et donc un grand merci à Clotilde Walter là-dessus, on a à notre disposition une nouvelle DSP transport qui améliore, je dirais, grandement la faculté de nos habitants de se déplacer soit vers la ville-centre, Lisieux, soit vers les pôles secondaires, avec une bien meilleure, je dirais, disponibilité dans le temps, parce qu'avant, on était un petit peu sclérosé sur les transports scolaires, et dès les vacances, il n'y avait plus rien qui bougeait. En fait, là, non, ça bouge toute la semaine, ça bouge pendant les vacances. Et il y a à terme aussi cette possibilité de location de vélos électriques longue durée qui doit être mise en place à partir de l'année prochaine ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si Clotilde veut intervenir. Mais voilà. Et ceci succède à un schéma d'aménagement cyclable vélo sur lequel qui a été travaillé auparavant, où on a en fait, en travaillant avec les communes, établi un schéma de pistes cyclables qui permettrait aussi aux gens de se déplacer autrement qu'avec leur voiture. Et puis, il y a dans les tuyaux l'aménagement des pôles multimodaux au niveau de la gare de Lisieux notamment, qui va être une transformation très importante qui va permettre d'améliorer la connexion avec le vélo, les bus et le transport à la demande. On ne l'a pas mis, mais il y a aussi une expérimentation pour des lignes de covoiturage pour les trajets longue durée. Donc ce qui est complexe finalement dans les mobilités, c'est qu'il y a énormément de modalités différentes qui doivent se cumuler. Donc il faut à chaque besoin une solution différente qu'on doit pouvoir trouver un peu partout sur le territoire. Donc on a des pôles multimodaux qui vont concentrer toutes ces modalités, mais on va aussi avoir des aires de mobilité où on va avoir des aires de covoiturage où on pourra aller chercher peut-être un vélo. Donc voilà, il faut vraiment des solutions multiples et partout. Voilà, ça c'est toujours le même sondage IFOP dont je vous ai parlé au début, qui a été commandé par les intercommunalités de France, où on voit que près de 6 Français sur 10
se disent prêts, je dirais, à changer leur forme de mobilité, on voit quand même sur la partie droite que c'est nettement moins dans les communes rurales, parce qu'effectivement, il y a une vraie difficulté. Et puis dans notre pays d'Auge qui monte et qui descend, il y a effectivement une vraie autre difficulté de se mettre à faire du vélo s'il n'est pas assistance électrique. Voilà. Alors, un des autres secteurs, effectivement, c'est le secteur résidentiel sur lequel il y a un PLH qui a été établi par la vice-présidence Habitat. Et c'est un travail, en fait, qui est commencé depuis de nombreuses années. C'est-à-dire que depuis de nombreuses années, l'agglomération accompagne les habitants à travers MaPrimeRénov' ou autres pour les aider dans la rénovation de leur habitat. Mais c'est quelque chose de compliqué sur lequel on doit beaucoup insister, sur lequel on doit beaucoup s'améliorer parce qu'il faut augmenter beaucoup notre vitesse de rénovation des habitats des particuliers si on veut atteindre effectivement nos objectifs. Donc on voit qu'on doit, je dirais, multiplier par 2 au moins le nombre de ménages touchés. C'est vous ? Allez, c'est vous. Comme vous voulez, donc oui, voilà, on en a parlé, mais une stratégie, vous venez de valider une stratégie qui est le plan local de l'habitat, qui bien sûr pourrait être circonscrit juste à l'habitat, mais en fait touche, on en a parlé, mais le confort des habitants. Derrière le confort, il y a aussi des aspects sanitaires, il y a des aspects sociaux aussi, de savoir, il y a des personnes qui sont en précarité énergétique, qu'il faut aller accompagner spécifiquement. Donc le plan climat et le plan local de l'habitat se répondent pour pouvoir intégrer toutes ces dynamiques-là. On a des actions spécifiques déjà en place, notamment à travers du conseil et de la mobilisation d'aides à tous les niveaux, des aides privées, de certificats d'économie d'énergie, ou des aides plus larges au niveau national. Des actions spécifiques, notamment à travers les OPA de Livaro, de Lisieux, de Saint-Pierre et d'Orbec qui se terminent. Des actions à nouveau là, sur la remobilisation d'habitats vacants avec le RHI, donc la résorption de l'habitat indigne à Orbec. Là encore, remobiliser de l'habitat vacant, indigne, insalubre en centre-ville, ça permet justement de rapprocher les personnes des services, ça permet d'éviter des déplacements qui polluent. Donc ça encore, ce sont des réponses très concrètes. Et sur l'ensemble du territoire, on a le programme d'intérêt général porté par le département et l'espace Conseil France Rénov qui est gratuit, disponible à tous les ménages et sur lequel vous êtes accompagnés pour vos devis, etc. On a mis la question vers une maison de l'habitant ou de l'habitat, puisqu'au départ on parlait de l'habitat uniquement, mais en fait l'idée c'est aussi d'avoir une clé d'entrée pour qu'un habitant puisse venir chercher toutes les réponses à ces questions sur l'habitat, mais aussi sur l'eau, les déchets, etc. Qu'est-ce que fait l'agglomération pour m'aider au quotidien ? Avec quand même une petite précision, ça on l'a tous en tête, ça vient d'être communiqué par Emmanuelle Vargon de la Creux, présidente de la Creux. Les prévisions du prix de l'électricité, uniquement l'électricité, encore pour 2024, sont données pour plus 10 à 20%. Donc voilà, il faut qu'on court après ça aussi. Parce que l'idée c'est quand on va parler d'indépendance énergétique du territoire, il faut aussi rendre les ménages indépendants face à leur facture énergétique. C'est très lisible. C'est très lisible. Oui. Donc ça, c'est plutôt le volet et le travail avec le développement économique. Et donc voir ce qu'il est possible de faire dans l'accompagnement des industriels, hein, dont on a parlé bien lors de la table ronde. Et puis, il y a aussi, effectivement, dans ce côté-là des développement économique, le fait de réinvestir les friches et les anciennes friches industrielles pour les transformer et puis pour éviter d'artificialiser, effectivement, essayer de se réapproprier, et de récupérer ces friches. On a déjà commencé, voilà. Donc avec les friches, continue sur les friches. Avec la friche Saint-Maclou, où il y a actuellement à l'étude un projet agricole. Et puis, il nous reste les friches Pliserolles et puis le bois de Meule, sur lequel on a l'ambition de créer une centrale photovoltaïque, je dirais, d'une
quarantaine d'hectares. Voilà. Et donc Donc, ça, on vous en voilà. reparle prochainement, normalement. Donc sur les friches, c'est un petit peu au cas par cas. Il faut bien sûr les intégrer dans le travail du SCOT PLUI. Il faut aussi à chaque fois mettre toutes les possibilités sur la table. Est-ce que c'est une friche dans laquelle on va faire de l'habitat? Est-ce qu'on va faire du développement économique? De quelle manière? Est-ce que c'est une entreprise? Est-ce que c'est de la production d'énergie renouvelable? Ou est-ce que c'est aussi une des solutions? Parce que la biodiversité, c'est aussi une solution pour aller vers un territoire plus résilient. Est-ce qu'on laisse la biodiversité reprendre ses droits, on va dire, sur des zones qui seront trop compliquées à dépolluer, qui seront trop bâties? C'est aussi des lieux de richesse dont on a besoin. Sur les autres aspects du développement économique, je pense qu'on a été clairement un peu poussé par les acteurs de la table ronde tout à l'heure sur comment l'agglomération peut accompagner les transitions des entreprises et autres acteurs aussi, notamment de l'hôpital. Donc, ce qu'on a déterminé comme est-ce que l'agglomération doit être un peu comme une ambassade des transitions. Et là, à ce moment-là, on peut répondre sur la gestion de l'énergie, mais aussi de l'eau, de la consommation d'eau et des déchets. Ce qu'on fait déjà, c'est qu'on accompagne déjà les entreprises qui émettent beaucoup de déchets. On les accompagne pour réduire ça. Donc l'idée, c'est d'avoir un panel de solutions qu'on travaille au cas par cas, entreprise par entreprise. Et puis améliorer les connaissances, ça on le fait aussi déjà, c'est-à-dire qu'on porte des études de potentiel sur les énergies notamment, mais on en parlait tout à l'heure, Monsieur le Président l'a évoqué, les réseaux de chaleur urbains, on va, le 30 novembre, on a justement le comité de pilotage de lancement pour étudier les faisabilités de réseaux de chaleur sur le territoire, donc pour les établissements publics, mais intégrer les entreprises aussi. Et puis sur d'autres études, il faut aussi qu'on soit à l'amont des réflexions des entreprises, apporter la connaissance. Alors après, toutes ces actions qui consistent entre autres à essayer de réduire notre consommation, effectivement, il faut aussi qu'on s'attaque à produire beaucoup plus d'énergie renouvelable. Et là, l'idée, c'est de effectivement travailler énormément sur la production d'énergie photovoltaïque à travers des ombrières de parking, à travers de la centrale... Non, je parle du photovoltaïque pour l'instant, c'est vrai. Donc, à une minute, je reprends pour qu'on passe après au côté solution. En fait, l'idée, vous voyez, c'est de multiplier, comme il est marqué, par 213 la production d'énergie photovoltaïque et aussi de développer le solaire thermique, l'éolien, la méthanisation et la géothermie. En fait, c'est 5 axes qu'on a sur lesquels on va particulièrement travailler. Et donc, pour ça, on porte des projets stratégiques. Alors, il y en a une qui est rentrée en exploitation au tout début du mandat, c'est la centrale de Beauvoir à Orbec, mais qui était en cours depuis pas mal d'années avant. On est en cours de sélection d'un développeur pour faire cette centrale solaire au sol au bois de Meule sur, c'est 50 hectares, mais il y aura 40 hectares de panneaux, je dirais à peu près au mieux. Et puis, il y a l'idée de déployer une ombrière de parking, à la fois ici, sur le parking des expositions, mais aussi sur la station d'épuration de Lisieux. Et puis d'accompagner des projets communaux, qui peuvent être des projets d'autoconsommation collective. Là, on a encore pas mal de marge et pas mal d'étapes à franchir, mais c'est vraiment important que chaque commune, en fait, s'approprie et essaye sur ces bâtiments communaux de créer une autonomie électrique. Voilà. Ensuite, nous, on avait déjà commencé sur l'évaluation de notre potentiel éolien. On a aussi travaillé sur notre potentiel solaire. Mais voilà que, en fait, l'État nous propose de définir des zones d'accélération des ENR. Qui a entendu parler de ces zones d'accélération des énergies renouvelables? Oui, Dany, ça ne m'étonne pas de toi, mais tu es le seul à lever la main. Normalement, vous avez eu récemment une interaction avec le sous-préfet qui vous a parlé de ça et qui vous a dit qu'avant la fin de l'année, vous deviez définir sur votre territoire communal, parce que c'est une responsabilité de la commune, vous devez définir sur votre territoire communal les zones d'accélération des énergies renouvelables. Voilà. Donc, d'ici la fin de l'année. Comme ça ne vous dit rien, je propose de vous
de vous adresser prochainement un courrier pour qu'on se fasse une petite réunion ou qu'on trouve un moment pour qu'on puisse en parler ensemble, parce qu'il faut vraiment se décider là-dessus, c'est important. Allez, j'en profite, j'ai un rôle qui n'est pas très agréable, d'autant plus que vous deviez avoir plus de temps. On vous a réduit le temps, mais le temps passe très vite. Donc je vais vous inviter à vraiment cibler certains éléments de vos présentations, en disant voilà, qu'est-ce qui est significatif pour le territoire. On arrive à la fin, d'accord. Donc, oui, hein, c'est pas terrible. Hein. Non, je sais. Allez, justement, appuyez-vous là-dessus pour dire... Il s'agit d'agriculture, d'eau et de biodiversité. En fait, c'est les objectifs qui sont sombres, mais les solutions sont en clair. Voilà. Donc on est sur les solutions. Allez, sur les solutions. Donc là, on parle en fait d'un pays d'Auge qui est encore préservé, mais on s'est posé la question avec M. Cantat tout à l'heure. Quel sera le paysage du pays d'Auge de demain? Est-ce qu'il y aura encore des vergers, des pommes, etc. C'est des questions qu'on peut se poser. Et comment on essaye de maintenir ce paysage-là en étant résilient. Donc on parle de restauration des continuités écologiques. On le fait déjà un petit peu en restaurant des mares dans les parcelles agricoles. On va bientôt, en espérant être retenu par la région, restaurer des coteaux calcaires aussi. On a des partenariats avec les syndicats de bassin justement pour maintenir les continuités écologiques dont on a parlé avec M. Louis également. On a bien sûr toute une politique de préservation de la qualité de l'eau, donc ce qui est assuré par la direction des cycles de l'eau. On a un contrat avec l'agence de l'eau climat et territoire, eau et climat, la gestion des stations d'épuration, le suivi des polluants, etc. Puis on accompagne de façon volontaire aussi les agriculteurs sur les zones les plus sensibles, les zones de captage, puisqu'on est animateur de mesures agro-environnementales et climatiques. Ce sont des incitations financières pour que les agriculteurs mettent en place des pratiques moins polluantes et pour préserver justement le bien commun, donc l'eau. La gestion de l'eau à la parcelle, la gestion du pluvial, je pense que vous en entendez parler depuis un petit moment. On a aussi comment on économise l'eau et puis on réduit nos déchets. Donc la sensibilisation, bien sûr, mais on ne sait pas toujours faire et on ne sait pas toujours mesurer l'impact de cet aspect-là. Et puis aussi, il y a des leviers plus coercitifs donc, ou incitatifs. Donc avoir des politiques tarifaires, donc normalement avec la taxe incitative sur les déchets. Et puis anticiper, organiser les restrictions. C'est ce que vous voulez. Pour la première fois, je dirais, toujours à ce congrès à Orléans, on a suggéré de faire en fait des espèces d'exercices de coupure d'eau. Donc on comprend que ça puisse avoir lieu dans des contrées plus au sud que nous, mais en fait l'idée c'est de se désensibiliser au fait que l'eau puisse être coupée à certains moments de périodes de forte sécheresse. On sait qu'on a déjà des régions dans l'agglomération, vers Livaro ou autres, où il peut y avoir des difficultés d'approvisionnement. Donc en fait, l'idée, c'est un peu comme les Japonais, ils ont des tremblements de terre tout le temps, mais depuis qu'ils sont tout petits, on leur fait faire des exercices pour savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire en cas de tremblement de terre. Et l'idée qui apparaissait lors de cette convention des intercommunalités, c'était mais peut-être qu'on doit nous aussi faire des exercices pour pas très longtemps et savoir si l'eau est coupée, 1 heure ou autre, qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on s'y prépare, quelles doivent être nos réactions dans ce cadre-là. C'est un peu violent à entendre, mais je pense que c'est quelque chose auquel on doit réfléchir. Je ne sais pas ce que M. Quentin en pense, mais voilà. Ça paraît violent. Et l'autre, en fait, c'est le fait qu'effectivement, dans le SCOT et dans le PLU, ils vont intégrer ce qu'on va décider au niveau du plan climat, et ils vont ainsi intégrer les trames écologiques. Et c'est fondamental qu'au niveau du SCOT et du PLU, nous soyons conscients complètement et que nous intégrions complètement cette nouvelle grille de lecture et ces nouveaux enjeux écologiques qui sont centraux, en fait, par rapport à cet exercice-là. Et sur les restrictions d'eau, voilà, il y avait une partie de la population qui se sentait pas suffisamment, une majorité d'ailleurs, qui ne se sentait pas suffisamment informée par rapport aux événements climatiques extrêmes. Donc on en revient aussi tout à l'heure à marteler les messages, les diffuser.
Et puis je crois qu'il y en a une autre sur les restrictions d'eau, par contre, ce qui était assez étonnant, l'échantillonnage qui était assez large sur toute la France montrait que les répondants étaient prêts à accepter des restrictions d'eau toute une partie de l'année sur quelques usages. Voilà. Donc il faut aussi passer ces barrières-là, se dire que la population, les acteurs sont parfois prêts à aller vers ça. Il faut en parler, sachant que la difficulté, c'est d'en parler sans culpabiliser ou sans tétaniser, je dirais, sans terrifier les gens. Mais essayer d'en parler de façon positive. Ok, on va plus vite. Et pour la fin, on a 4 étoiles et demie. Non, ça ne représente pas forcément l'agglomération. Mais l'idée, c'est que les collectivités sont actrices du changement. Et donc, il faut aussi qu'on soit exemplaire. Et souvent, on dit les cordonniers les plus mal chaussés. C'est parfois le cas quand on a eu cette crise énergétique l'hiver dernier. On s'est posé plein de questions. On avait des suivis de consommation énergétique, tout fluide confondu, mais pas suffisamment précis, pas suffisamment loin, pas suffisamment dans la prospective. Donc on a entamé un travail au dernier exercice budgétaire. Le président a annoncé un groupe de travail qui s'est formé autour de la sobriété énergétique. Et donc c'est ce qu'on a mis en place depuis 1 an. Vous aurez les précisions au prochain DOB. Donc l'idée, c'est de mieux connaître. Donc on a lancé à nouveau des audits mutualisés énergétiques sur les bâtiments communaux, communautaires. Aussi contraindre, c'est-à-dire forcer les usages, c'est-à-dire qu'on va faire de l'investissement d'équipements qui permet des coupures, qui permet de réduire directement les consommations. On pense aux ampoules, mais il y a énormément d'équipements technologiques qui nous permettent de gérer ça. Donc c'est un peu d'investissement au départ pour plus d'économies ensuite, et puis accompagner, parce qu'il ne faut pas être que dans la contrainte, donc des campagnes de sensibilisation, et puis aussi a été annoncé au DOB dernier la création d'un fonds vert communal. Donc je me permets aussi de vous le rappeler, c'est si vous avez à l'image du fonds classique, si votre projet participe à la transition écologique, tout ou partie, vous pouvez demander une bonification avec ce fonds vert. Qui est toujours ouvert, bien sûr. Consommer au meilleur moment, donc on améliore le suivi, on va aussi de manière volontaire, et ça c'est assez innovant, puisqu'on est les premiers du Calvados à le faire, à faire des effacements de réseau, c'est-à-dire de s'effacer directement du réseau, de couper certains équipements ou une partie des équipements en cas de tension sur les réseaux. Donc ce qui va être le cas sur la station d'épuration. Alors pas tout, parce que bien sûr il faut maintenir la continuité de service, mais le Nautil et la médiathèque qui sont les 2 plus gros consommateurs dans nos équipements. Et puis on a souhaité aussi déployer cette solution-là à micro-échelle, c'est-à-dire chez l'habitant, avec le partenariat Voltalis. Ce sont des boîtiers de contrôle, donc la campagne de lancement démarre pour cet hiver. Ce sont des boîtiers de contrôle qui permettent des micro-coupures chez l'habitant pendant 30 minutes maximum. On perd 0,1, 0,2 degrés, donc pas de perte de confort. Par contre, le territoire se porte mieux puisqu'il y a moins de consommation dans les pics énergétiques et il y a un gain sur la facture. Donc je pense qu'il faut relayer ce message et ouvrir la porte à ce partenariat. Et puis prévoir les crises, donc on a parlé des mesures de délestage, communiquer. Et donc on a un support pour ça, c'est un plan pluriannuel d'investissement qui intègre les rénovations énergétiques et ces équipements-là. Voilà, quelle suite? Si on va mettre juste le planning, mais que vous retrouverez. Donc, on va adopter ce plan climat air énergie le 9 novembre. C'est pas pour autant qu'il est complètement arrêté. C'est-à-dire qu'il va être évalué par la région et par l'État. Il y aura des réponses à fournir. On va aussi solliciter le conseil de développement qui est nouvellement installé pour rédiger un avis qui sera joint à l'enquête publique, en fait, à peu près au mois de mars de l'année prochaine. Voilà. Ça, c'est pour la suite technique. Et d'un point de vue, je dirais d'un point de vue plus général, ce que je voulais vous dire, c'est que effectivement, cette transition, elle a un coût, mais je crois qu'il faut le comparer au coût que l'on va devoir payer ou que nos enfants vont devoir payer si on ne fait rien. Et que c'est pas parce que ça va coûter plus cher de faire certains équipements mieux qu'il faut pas les faire mieux, parce que sinon le coût écologique et le coût pour nos enfants sera terrible à payer.
Merci pour cet exercice un peu contraint, mais on a bien senti l'ambition. Il y a tout de même des chiffres un peu emblématiques. Et on sent l'état d'esprit dans lequel vous souhaitez, alors c'est pas vous, hein, c'est vous collectivement, en tout cas vous relayez cette ambition et tente finalement par une réponse à tous les enjeux qu'on a évoqués depuis ce matin. Allez, on vous propose... On a un petit peu débordé. On vous propose de pouvoir réagir éventuellement par rapport à ce qui a été présenté. Est-ce que ça mène des interrogations, des réflexions ? Bon. Eh bien, écoutez, alors, je vous invite vraiment à pouvoir compléter. J'ai vu un certain nombre d'entre vous avoir fait cet exercice de compléter votre petit carton. Oui. Voilà, si vous avez besoin d'informations, c'est le moment de noter. Puis, et vous, comment ça vous parle en fait ? Finalement, en quoi vous pouvez agir ? Ça, c'est aussi un élément important par rapport à la suite. On arrive au bout. Voilà. Merci beaucoup à vous de nous avoir tenu un petit peu le planning, même s'il a été un peu bousculé par rapport à ce qu'on avait prévu. Mais je crois que la première partie avec M. Quentin, avec les échanges qu'il y a eu avec les professionnels, était vraiment intéressante. Là, on rentre dans un truc un peu plus technique. Vous allez tout recevoir, les diagnostics, les plans et tout. Vous en avez au moins pour 300 pages à lire. Avant votre prochain conseil communautaire, je compte sur vous. Je compte sur vous. Voilà, merci. Eh bien, vous pouvez vous applaudir. Voilà.